La présente formation a été développée par Jacinthe Collin et Sophie Belzile, conseillères cliniques à la Direction des soins infirmiers. Il s'agit d'une formation destinée aux professionnels de la santé qui participent à la campagne de vaccination contre l'influenza pour 2020-2021. Pour suivre cette formation, il est recommandé d'avoir en main le formulaire 68 000 739 intitulé Vaccination contre la grippe. À noter que ce formulaire de vaccination est disponible seulement pour les vaccinateurs du CIUS de Laval et qu'il ne peut être diffusé. Il est également recommandé d'avoir en main la fiche indicative concernant la vaccination gratuite contre la grippe et contre les infections invasives à pneumocoque. De plus, le tableau d'information sur les vaccins antigrippaux distribués au Québec pour la campagne 2020-2021. Tous les documents dont il est question dans cette formation sont disponibles sur l'intranet à la page Carrefour Clinique, puis Campagne de vaccination contre la grippe. Sur chaque diapositive, vous retrouverez dans le coin supérieur droit une icône audio. Vous devez cliquer sur cette icône pour démarrer le contenu audio de la diapositive. Il vous sera ainsi possible de faire pause, puis redébuter le contenu audio tout au long de la présentation. Les objectifs de la présente formation sont de décrire les aspects légaux et les bonnes pratiques vaccinales entourant la vaccination, habiliter les infirmières à la vaccination sécuritaire contre l'influenza, présenter les formulaires de vaccination contre l'influenza pour la campagne 2020-2021, reconnaître et intervenir lors de manifestations cliniques inhabituelles post-vaccinales, connaître les manifestations cliniques inhabituelles post-vaccinales qui doivent être déclarées à la Direction de santé publique et respecter les règles de conservation des vaccins. Afin de bien vous outiller à appliquer le protocole d'immunisation du Québec, soit le PIC, dans le cadre de la campagne de vaccination contre l'influenza 2020-2021, cette formation est structurée en 6 parties. Nous allons tout d'abord voir les aspects légaux entourant la vaccination. Nous allons ensuite voir l'évaluation et la documentation, puis l'administration du vaccin. Nous allons ensuite survoler les manifestations cliniques potentielles post-vaccinales, la conservation et l'entreposage des vaccins. Puis, dans le cadre de la campagne de vaccination antigrippale 2020-2021, nous allons voir les particularités en contexte de pandémie COVID-19. Sur cette diapositive, nous abordons le champ de pratique de chaque professionnel ainsi que le rôle respectif en immunisation. Pour ce qui est de l'infirmière, au niveau professionnel et légal, la vaccination fait partie intégrante du champ d'activité et des activités réservées de l'infirmière, notamment celle de procéder à la vaccination dans le cadre d'une activité découlant de l'application de la loi sur la santé publique. Donc, l'infirmière peut décider d'administrer, et ce sans ordonnance et conformément aux recommandations du PIC, l'ensemble des produits immunisants, soit les vaccins et les immunoglobulines, compris dans le PIC. Toutefois, il est important de rappeler que selon le code de déontologie, l'infirmière doit posséder les connaissances scientifiques, les compétences et le jugement clinique requis, évaluer l'état de santé de l'usager au préalable, connaître les risques inhérents à l'activité et consulter au besoin le médecin si des précisions sont requises. Pour ce qui est des CEPI, donc candidates à l'exercice de la profession infirmière, des infirmières auxiliaires, des externes et des étudiantes en soins infirmiers, l'infirmière peut, après évaluation, demander à l'infirmière auxiliaire, à la CEPI, à l'externe en soins infirmiers ou à l'étudiante en soins infirmiers de préparer et d'injecter, dans les minutes qui suivent, des produits immunisants. Le délai entre l'évaluation de l'infirmière et l'administration des produits ne doit pas excéder 2 heures. À noter que dans le cas où une infirmière auxiliaire, une CEPI, une externe en soins infirmiers ou une étudiante en soins infirmiers procède à la vaccination, il est requis qu'un professionnel autorisé, soit une infirmière, un médecin ou un pharmacien, soit sur place et disponible pour procéder à l'évaluation en cas de réaction post-vaccinale. Une nouveauté pour la campagne 2020-2021, la loi 31 permet aux pharmaciens d'initier et de procéder à l'administration du vaccin influenza aux usagers de 2 ans et plus. Finalement, pour ce qui est des médecins, selon la situation de l'usager et l'organisation des soins, donc par exemple à l'hôpital, la vaccination est un travail de collaboration entre le médecin, l'infirmière
et l'infirmière auxiliaire. L'infirmière auxiliaire, la CPI, l'externe et l'étudiante en soins infirmiers peuvent donc aussi procéder à la vaccination suite à une ordonnance individuelle d'un vaccin par un médecin. La vaccination au CIUS de Laval est également encadrée par la RSI 009, administrer sécuritairement les produits immunisants selon le protocole d'immunisation du Québec. Cette règle de soins infirmiers prévoit donc les bonnes pratiques vaccinales suivantes. Le vaccinateur vérifie le statut vaccinal de la personne en interprétant son carnet de vaccination, son dossier médical ou le registre de vaccination du Québec. Selon son champ d'exercice, le vaccinateur détermine la pertinence de vacciner la personne à la lumière des données recueillies, des indications, des contre-indications et des précautions reliées à chacun des vaccins. Il renseigne la personne ou son représentant légal sur les avantages et les risques de l'immunisation mentionnés dans la section du PIC et lui remet une feuille d'information pour les personnes à vacciner. Le vaccinateur obtient le consentement libre et éclairé de la personne ou de son représentant légal avant de procéder à la vaccination. Il respecte les indications, la posologie, la voie d'administration, les techniques d'injection et le calendrier d'immunisation. Ensuite, le vaccinateur respecte les consignes pour la manipulation et la conservation des produits immunisants. Il note les immunisations dans le dossier et les inscrit au registre de vaccination. Il assure la surveillance requise immédiatement après la vaccination. Il respecte la conduite à tenir en cas de réaction à la suite à la vaccination, incluant l'administration d'adrénaline, le cas échéant. Puis, il déclare dans les plus brefs délais au directeur de santé publique du territoire toute manifestation clinique inhabituelle survenue chez une personne ayant reçu un vaccin ou chez une personne de son entourage et fournit au directeur tous les renseignements prévus à l'article 69 de la Loi sur la santé publique, suivant les modalités prévues par ce même article. Pour la suite de la formation, je vous invite à prendre en main le formulaire Vaccination contre la grippe. Les différentes parties de ce formulaire seront abordées et expliquées. Une version anglaise est également disponible pour les usagers anglophones. À noter que ces formulaires sont disponibles seulement pour les vaccinateurs du CIUS de Laval et qu'ils ne peuvent être diffusés. Pour les autres sites de vaccination, veuillez vous assurer de documenter toute l'information nécessaire selon la procédure en vigueur dans votre établissement. Les premières sections du formulaire font référence à l'identification de l'usager et aux raisons d'administration du vaccin. La première section, Identification de l'usager, en haut à droite. Utilisez la carte d'adressographe de l'usager. Si celui-ci n'a pas de carte, il faut alors compléter la section Adresse, code postal, nom de la mère et du père au milieu du formulaire. Portez une attention particulière à la date de naissance, c'est-à-dire à l'âge de l'usager, pour l'indication et le choix du vaccin. Il est important d'assurer la double identification des usagers. Ensuite, la section Lieu de dispensation de services. Il faut compléter cette section à des fins statistiques et identifier le lieu de dispensation de services dans le CIUS de Laval. Précisez le nom complet s'il y a lieu. Ensuite, la section Employés du CIUS de Laval. Cette section est à compléter si vous vaccinez un collègue de travail. L'employé doit donner son autorisation pour la transmission de l'information au service de santé. Vous assurez de transmettre le formulaire au service de santé selon les modalités établies. Finalement, la section Raison d'administration du vaccin contre l'influenza, la section en bas à droite. Il faut compléter cette section à des fins statistiques. Le vaccin contre l'influenza est un vaccin où une raison obligatoire d'administration doit être saisie. Pour plus d'informations, vous référez aux aides-mémoires sur la saisie qui vous ont été transmis et qui sont aussi disponibles sur l'intranet à la page Registre de vaccination. Cette diapositive résume les différentes contre-indications et précautions générales à la vaccination,
c'est-à-dire pour tous les vaccins. Pour ce qui est des contre-indications, la première est l'anaphylaxie ou une réaction allergique immédiate grave suivant l'administration d'une dose antérieure du même vaccin ou un composant identique. Ensuite, la deuxième contre-indication est la grossesse, mais uniquement pour les vaccins vivants atténués. Finalement, un état d'immunosuppression peut représenter une contre-indication à la vaccination. Pour ce qui est des précautions, une maladie aiguë, modérée ou grave, avec ou sans fièvre, constitue une précaution à la vaccination. Toutefois, une maladie bénigne, sans atteinte de l'état général, même accompagnée de fièvre, n'est pas en soi une contre-indication ou une précaution motivant le report de la vaccination. Il n'est donc pas nécessaire de prendre la température d'une personne avant de lui administrer un vaccin. Finalement, une manifestation compatible avec une réaction allergique d'hypersensibilité de type 1 suivant l'administration d'une dose antérieure du même vaccin ou d'un autre produit ayant un composant identique. Nous allons maintenant aborder les contre-indications et les précautions spécifiques aux vaccins injectables contre l'influenza. Pour ce qui est des contre-indications, la seule contre-indication au vaccin injectable est l'anaphylaxie suivant l'administration d'une dose antérieure du même vaccin ou d'un autre produit ayant un composant identique. Il est à noter que l'anaphylaxie aux œufs n'est plus considérée comme une contre-indication. Pour ce qui est des précautions à considérer, des antécédents de syndrome oculo-respiratoire avec symptômes respiratoires graves. Il faut dans ce cas évaluer les risques et les bénéfices de la vaccination. Par la suite, des antécédents de syndrome du Guillain-Barré dans les 6 semaines suivant un vaccin pour influenza. Il faut alors éviter de redonner le vaccin. Cette diapositive traite maintenant des contre-indications et des précautions spécifiques au vaccin intranasal contre l'influenza, c'est-à-dire le Flumist. Pour ce qui est des contre-indications, l'anaphylaxie suivant l'administration d'une dose antérieure du même vaccin ou d'un autre produit ayant un composant identique représente une contre-indication. Il est à noter que l'anaphylaxie aux œufs n'est plus considérée comme une contre-indication. Par la suite, la présence d'un état d'immunosuppression, de la grossesse, d'un asthme grave ou d'une respiration sifflante active représente des contre-indications à la vaccination du vaccin intranasal. Ensuite, la prise d'acide acétylsalicylique, donc l'aspirine, ou d'un médicament qui en contient, est une contre-indication chez une personne âgée de moins de 18 ans. Pour ce qui est des précautions, en présence de sécrétions nasales importantes, il est préférable d'administrer un vaccin injectable ou d'attendre la fin du symptôme pour administrer le vaccin intranasal. Pour les personnes en contact avec des personnes très gravement immunosupprimées, requérant un isolement dans un milieu protégé, il est préférable d'utiliser le vaccin injectable. Pour les personnes âgées de moins de 18 ans, il est important d'indiquer à ces personnes de ne pas utiliser des médicaments contenant de l'acide acétylsalicylique dans les 4 semaines suivant la vaccination, en raison du risque théorique de syndrome de Rayleigh. En présence d'antécédents de syndrome oculo-respiratoire avec symptômes de respiratoire graves, il faut évaluer les risques et les bénéfices de la vaccination. Finalement, en présence d'antécédents de syndrome du Guillain-Barré, dans les 6 semaines suivant un vaccin pour influenza, il faut éviter de redonner le vaccin. Cette section du formulaire comporte les questions 1 à 8 qui sont à compléter par l'usager ou l'infirmière évaluatrice. Si la personne à vacciner est âgée de 2 à 17 ans et que l'on souhaite lui administrer le vaccin intranasal Flumist, il faut alors également compléter les questions 9 à 13. Nous allons maintenant découler chacune des questions. À la question 1, vous devez questionner l'usager à savoir s'il fait de la fièvre actuellement. Si la réponse est oui, il s'agit d'une contre-indication relative, selon les avantages et les inconvénients. Par exemple,
Si l'usager fait une fièvre légère, mais qu'il présente un bon état général, il peut recevoir le vaccin. À la question 2, nous devons questionner l'usager s'il y a présence d'antécédents d'allergie graves à certaines composantes du vaccin. Si la réponse est oui, cela nécessite une évaluation médicale. À la question 3, on doit questionner l'usager s'il y a présence d'antécédents d'allergie graves suite à l'administration du vaccin contre l'influenza. Si la réponse est oui, cela nécessite une évaluation médicale. À la question 4, il faut questionner l'usager s'il présente des antécédents de symptômes respiratoires graves ou de paralysie suite à l'administration du vaccin contre l'influenza. Si la réponse est oui, cela nécessite une évaluation médicale. Aux questions 5 et 6, nous devons questionner l'usager des enfants de moins de 9 ans, à savoir si ceux-ci ont déjà reçu un vaccin contre la grippe. Si la réponse est non, il faut prévoir une deuxième dose du vaccin influenza dans les 4 semaines suivantes. Ensuite, la deuxième section est à compléter si la personne vaccinée est âgée de 2 à 17 ans et que l'on souhaite lui administrer le vaccin intranasal Flumist. À la question 9, il faut questionner l'usager à savoir si celui-ci est immunosupprimé ou s'il est en contact avec des personnes immunosupprimées. Si la réponse est oui, cela nécessite une évaluation médicale. À la question 10, il faut questionner l'usager à savoir s'il présente des antécédents d'asthme graves. Si oui, cela nécessite une évaluation médicale. À la question 11, il faut questionner l'usager à savoir si celui-ci prend de l'aspirine ou un médicament qui en contient. Si oui, cela nécessite une évaluation médicale. À la question 12, il faut questionner l'usagère si celle-ci est enceinte actuellement. Si oui, il faut alors opter pour un vaccin injectable par voie intramusculaire. En effet, les vaccins vivants atténués ne doivent pas être administrés à la femme enceinte. Les vaccins inactivés, c'est-à-dire le vaccin injectable contre l'influenza, peuvent être administrés à une femme enceinte tout au long de la grossesse. À la question 13, il faut questionner l'usager s'il présente des sécrétions nasales importantes. Si oui, il faut alors opter pour un vaccin injectable par voie intramusculaire. Pour finaliser votre évaluation, vous devez donc indiquer si l'usager peut recevoir un vaccin en cochant oui. Si vous cochez non, veuillez préciser la raison. Finalement, apposez votre signature ainsi que la date et l'heure. Les 3 prochaines diapositives découlent les énoncés qui ne sont pas des contre-indications ni des précautions à la vaccination. L'usager peut donc recevoir le vaccin dans tous les cas suivants. Une réaction locale importante à une dose antérieure de vaccin, par exemple un œdème de tout le membre à la suite de l'administration d'une dose antérieure d'un vaccin. Une infection bénigne sans fièvre, comme le rhume, ou une diarrhée bénigne chez une personne par ailleurs en bonne santé, un traitement aux antibiotiques ou une maladie en phase de convalescence, la prématurité, un contact avec une femme enceinte ou allaitante, une histoire de contact récent avec un cas de maladie infectieuse, l'allaitement, une histoire d'allergie non spécifique chez la personne vaccinée ou d'allergie dans la famille. Une histoire d'allergie aux antibiotiques contenus dans le produit, sauf s'il s'agit d'une réaction allergique de type anaphylactique, une histoire d'allergie au poulet ou aux plumes de poulet, une histoire familiale de convulsions liées à la vaccination, une histoire familiale de syndrome de mort subite du nourrisson, une histoire familiale de réactions défavorables à la vaccination sans relation avec une immunodépression, l'administration concomitante d'injections de désensibilisation, l'administration d'un vaccin inactivé aux personnes atteintes d'immunodépression,
une sclérose en plaques ou toute autre maladie auto-immune en l'absence de traitement immunodépresseur, des pathologies neurologiques évolutives, des épisodes d'hypotonie et d'hyporéactivité, des convulsions non fébriles et des encéphalopathies liées dans le temps à l'administration d'un vaccin comprenant le composant de la coqueluche, des convulsions fébriles, des pleurs incessants et des cris aigus qui persistent 3 heures ou plus, survenant dans les 48 heures après la vaccination, l'intolérance au lactose, l'allergie au lait et l'allergie aux protéines bovines, et finalement, une tomographie par émission de positons, dénommée TEP-scan. Le tableau présenté ici résume les différentes indications à la vaccination gratuite contre l'influenza, mais également les indications à la vaccination gratuite pour le pneumocoque. Pour cette année, il y a maintien de la gratuité pour la clientèle de 6 à 23 mois et de 60 à 74 ans en bonne santé, bien qu'ils ne font plus partie des indications de vaccination. Nos efforts de vaccination doivent toutefois être dirigés vers la population vulnérable. Si l'usager est également éligible à la vaccination gratuite contre le pneumocoque, veuillez compléter le formulaire de vaccination générale, soit la fiche vaccinale du CIS de Laval. Suite à l'évaluation de l'usager, et avant de procéder à l'administration du vaccin, il est essentiel de procéder à la vérification des 8 bons. Donc, s'assurer du bon usager, bon vaccin, bonne dose, bonne voie d'administration, la bonne surveillance, le bon moment d'administration, la bonne documentation ainsi que la bonne raison d'administration. Il est également important de valider la date de péremption du vaccin ainsi que d'effectuer la double identification de l'usager. Pour les seringues pré-remplies, il faut placer la bulle d'air près du piston avant l'injection. De façon générale, la bulle d'air contenue dans la seringue permet de s'assurer que l'intégralité du contenu de la dose sera injectée. Pour les fioles multidoses, il est possible de prélever la quantité restante d'une fiole multidose pour compléter la dose d'une autre fiole à condition qu'un agent de conservation est inclus dans le produit, que la date de péremption n'est pas dépassée, que les fioles sont conservées entre 2 et 8 degrés Celsius entre les prélèvements, que les mesures d'asepsie soient rigoureusement respectées et que les fioles aient le même numéro de lot. En ce qui concerne le site d'injection du vaccin, le site de choix pour les adultes et les enfants de 12 mois et plus est le muscle deltoïde. La quantité maximale est de 1 ml chez l'enfant et de 2 ml chez l'adulte. Pour les enfants de moins de 12 mois, le site de choix est le muscle vas externe dans le tiers moyen de la cuisse, juste au-dessus de la ligne horizontale. Ce site peut être également utilisé chez l'adulte. La quantité maximale est de 1 ml chez l'enfant et de 3 ml chez l'adulte. Il est possible d'administrer 2 vaccins dans un seul membre. Il faut pouvoir prévoir une distance d'au moins 2,5 cm, soit 1 pouce, séparant les 2 injections. Voici des suggestions de positionnement du bébé et de l'enfant dans les bras du parent lorsque possible. Pour la mère qui allaite, placez le nourrisson dans la position de la madone. Notez que l'allaitement constitue une méthode de soulagement de la douleur chez le bébé qui reçoit un vaccin. Demandez aux parents de dénuder la jambe ou le bras. Chez les plus petits, demandez aux parents de tenir fermement les jambes et les pieds de l'enfant entre ses cuisses. Les bras sont maîtrisés par l'autre main du parent. L'enfant plus vieux peut être assis différemment, mais les bras et les mains doivent être tenus fermement par le parent. En regard de l'administration d'un vaccin, il est important de rappeler la technique d'administration intramusculaire. Pour les enfants de moins de 12 mois, une aiguille de calibre 25 de 7/8 de pouce est utilisée. Pour les enfants de 12 mois et plus, ainsi que pour les adultes, une aiguille de calibre 25 de 1 pouce à 1 pouce et demi est utilisée.
Il faut utiliser une aiguille assez longue pour pénétrer dans le muscle, puisque l'injection dans les tissus adipeux peut nuire à la réponse immunitaire. Tendre fermement la peau entre l'index et le pouce, enfoncer l'aiguille d'un mouvement sûr et rapide, et injecter rapidement le produit. Il ne faut pas aspirer avant d'injecter le vaccin. À retenir, le vaccinateur doit exercer son jugement clinique en fonction de la substance à administrer, de l'âge et du poids de la personne, ainsi que de la masse musculaire et adipeuse au site choisi. On peut injecter un vaccin dans un tatouage, sauf par voie intradermique. L'aspiration est déconseillée pour l'administration des vaccins, car elle cause de la douleur et est inutile en l'absence de gros vaisseaux sanguins. Toutefois, elle est recommandée pour l'administration des immunoglobulines. Dans les 2 prochaines diapositives, vous retrouverez 2 vidéos qui démontrent la technique d'éjection intramusculaire dans le deltoïde, puis dans le vaste externe. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous. Oui, je vais bien. Bonjour, Édouard. Bonjour, bonjour. Est-ce que tu vas bien, toi, Édouard? Hein? Tu viens pour un petit vaccin. Alors, on va l'installer pour la vaccination. Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre ce petit bras ici. Vous allez le mettre derrière vous. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait, Édouard? On va tourner l'enfant comme ça. On l'assoit confortablement. Tout à fait. C'est bien. Vous, maman, vous allez vous occuper de ce bras-là. Et je vais vous demander aussi de bien maintenir. D'accord. On va s'asseoir comme il faut, Édouard. Oui, tu es un petit garçon qui en a dedans. Hein? Vous allez maintenir ici comme ça pour que sa petite jambe soit à angle droit. Parfait. Quand je vais vous le dire, on va le tenir serré. Ça ne sera pas très long. Alors, comme ça, vous pouvez le maintenir. Voilà. Alors, ici, comme ça, on fait doux. Hein? Oui. Là, ça va être froid un petit peu, Édouard. Oh, ça va être froid un petit peu. Oui, c'est froid. Oui. Oh, ce sera pas long. Oh non. Bon, maman, vous êtes prête? On est prêt? On y va. Tiens, c'est terminé, mon chéri. C'est terminé, mon chéri. C'est terminé. Oui. Le vaccin Flumis quadrivalent s'administre par voie intranasale au moyen d'une seringue munie d'un vaporisateur. Elle possède aussi un séparateur de doses afin de diviser la dose du vaccin en 2 et permettre l'administration de 0,1 ml dans chaque narine, soit 0,2 ml au total. Les étapes sont les suivantes.
Enlever l'embout protecteur en caoutchouc synthétique. Demander à la personne de se tenir droite en position assise. Introduire l'extrémité du vaporisateur à l'intérieur de la narine. Pousser rapidement sur le piston dans un mouvement continu jusqu'à ce que le séparateur de dose bloque le piston. Retirer le dispositif de la narine de la personne. Ensuite, pincer le séparateur de dose et le retirer du piston. Vaporiser ensuite le reste du vaccin dans l'autre narine. À noter, une inhalation active ou un reniflement n'est pas requis durant l'administration. Même si la personne vaccinée éternue immédiatement après, il n'est pas recommandé de reprendre la dose. Pour le choix du vaccin, vous référez à l'outil Informations sur les vaccins antigrippaux distribués au Québec dans le cadre du programme de santé publique 2020-2021, ainsi qu'au contenu de la formation de Dr Lynn Judd intitulée Campagne de vaccination contre l'influenza 2020-2021, également en ligne. Après avoir administré le vaccin antigrippal, il est essentiel de cocher le nom du vaccin administré, s'il s'agit de la première ou de la deuxième dose. À noter, chez les moins de 9 ans qui n'ont jamais reçu de vaccin contre la grippe, administrer 2 doses à 4 semaines d'intervalle. Cochez également le site d'injection intramusculaire. Notez le numéro de lot au complet, la date de péremption indiquée sur le contenant du vaccin. Exceptionnellement, si vous utilisez un produit résultant d'un bris de la chaîne de froid, précisez le numéro d'identification. Également, cochez que vous avez transmis les informations relatives au vaccin administré ainsi que les effets secondaires possibles, que vous avez recommandé la période d'attente de 15 minutes post-vaccination. Finalement, apposez votre signature, votre numéro de permis ainsi que la date et l'heure. Les vaccins sont efficaces et sécuritaires. Cependant, aucun vaccin ne protège la totalité des personnes que l'on vaccine, et tous les vaccins peuvent occasionner certains symptômes à la suite de leur administration. La nature et la fréquence de ces symptômes sont liées aux caractéristiques intrinsèques du produit utilisé et à la réponse individuelle de la personne vaccinée. Il est nécessaire de surveiller les réactions secondaires immédiates 15 minutes après l'injection, puisque c'est généralement à l'intérieur de cet intervalle que se produisent les réactions les plus graves et rares. Sur le tableau présenté, vous retrouverez les manifestations cliniques post-vaccinales les plus fréquentes, incluant des recommandations générales à observer et à transmettre à l'usager. Les effets relativement fréquents et prévisibles pour l'ensemble des vaccinations, par exemple des réactions locales, de la fièvre, sont le plus souvent bénins et disparaissent spontanément. Dans de rares cas, on observera des réactions graves ou imprévues, par exemple une anaphylaxie. Il est important de distinguer une réaction vagale d'une réaction anaphylactique puisque les interventions diffèrent. Je vous invite à lire attentivement le tableau qui suit. Pour la prise en charge de la réaction anaphylactique, il faut se référer au protocole en vigueur. Les directives sont 1. Administrer sans tarder l'épinéphrine, soit l'adrénaline, par voie intramusculaire à 0,01 ml par kilogramme. Si le poids corporel n'est pas connu, administrez la posologie selon l'âge en vous référant au tableau ci-dessous. Privilégiez l'injection dans le muscle vas externe de la cuisse. 2. Pour les usagers hospitalisés à l'hôpital de la Cité de la Santé, lancez le code, avisez le médecin et installez un cathéter intraveineux court intermittent. Pour les usagers à l'extérieur du centre hospitalier, appelez le 911 et installez un cathéter intraveineux court intermittent en attendant les ambulanciers, et ce, si possible. 3. S'assurer que la personne soit couchée de façon sécuritaire. 4. Surveiller les signes vitaux et commencer la réanimation cardio-respiratoire au besoin. Répétez la dose d'adrénaline aux 5 à 15 minutes
pour un maximum de 3 fois s'il n'y a pas d'amélioration des signes vitaux et des autres signes et symptômes d'anaphylaxie. Important. Il faut préférer la voie intramusculaire en raison de la diffusion plus rapide de l'adrénaline. Administrer l'adrénaline dans un autre site que celui ou ceux où les vaccins ont été administrés, ou à 2,5 cm du point d'injection d'un vaccin. On doit éviter le muscle dorsofessier, étant donné le risque de mauvaise absorption. Lorsque l'adrénaline est administrée dans le muscle vaste externe de la cuisse, elle atteint plus rapidement des niveaux plasmatiques plus élevés que lorsqu'elle est administrée dans le muscle deltoïde. Il s'agit de la dernière section du formulaire au bas de la page 2, à compléter si nécessaire lors de réactions post-vaccinales immédiates. Il faut cocher si un appel au 911 a été placé et si la réaction post-vaccinale doit être déclarée à la direction de santé publique. La diapositive suivante vous présentera le formulaire de déclaration à la direction de santé publique. Tout médecin ou infirmière a l'obligation de signaler à la direction de santé publique les manifestations qui sont inhabituelles ou graves, donc non attendues après la vaccination, ou qui sont attendues mais rares, des manifestations qui sont temporellement associées à une vaccination, et si le vaccinateur soupçonne un lien entre le vaccin et cette manifestation clinique inhabituelle. Pour signaler, il faut compléter le formulaire AH728, soit le formulaire Déclaration de manifestation clinique inhabituelle après une vaccination, présenté ici. Il faut ensuite l'acheminer à la direction de santé publique du CIS de Laval. Une enquête sera alors effectuée et des recommandations suivront pour la prochaine vaccination ou non. Ceci est dans le cadre du programme de surveillance passive des effets secondaires possiblement reliés à l'immunisation. Les vaccins doivent en tout temps se retrouver à une température entre 2 et 8 degrés Celsius. Il est nécessaire de lire minimalement 2 fois par jour la température du réfrigérateur dans lequel se retrouvent les vaccins et de les inscrire sur le relevé de température avec la date, l'heure de la lecture et les initiales de la personne responsable. Il est important de réserver les réfrigérateurs à l'entreposage des produits pharmaceutiques. Les vaccins devraient être conservés dans leur emballage d'origine pour les protéger de la lumière. Si les vaccins sont exposés à une température en dessous de 2 degrés Celsius ou au-dessus de 8 degrés Celsius, il s'agit d'un bris de la chaîne de froid. Il faut alors respecter la procédure à suivre lors d'un bris de la chaîne de froid présenté ici. Une demande d'évaluation des vaccins ayant subi un bris de la chaîne de froid doit être remplie et acheminée à la direction de la santé publique lorsqu'une température hors norme est relevée. La direction de santé publique est responsable d'évaluer s'il faut conserver ou détruire les vaccins après un bris de la chaîne de froid. En contexte de pandémie COVID-19, il est important d'adapter notre pratique vaccinale et de suivre les mesures d'hygiène et de prévention et contrôle des infections. Pour ce faire, voici les directives spécifiques à la campagne de vaccination 2020-2021. Nettoyer et désinfecter les postes de vaccination entre les usagers. Il est suggéré que l'infirmière complète elle-même le questionnaire plutôt que l'usager pour réduire le partage de matériel. Si ce n'est pas possible, il faudra procéder à la désinfection de ce matériel, par exemple le crayon. Assurer l'hygiène des mains avant et après la vaccination de chaque usager. Les vaccinateurs ainsi que l'ensemble du personnel et des bénévoles en contact avec les usagers ou avec d'autres collègues qui ne sont pas en mesure de maintenir une distance physique de 2 mètres doivent porter un masque de procédure ainsi qu'une protection oculaire en tout temps, donc la lunette ou la visière. Idéalement, les protections oculaires devraient être à usage unique. Si ce n'est pas le cas, il faut s'assurer de les désinfecter en utilisant un produit approuvé pour un usage hospitalier, reconnu efficace et homologué.
Pour plus de détails, consultez la procédure ainsi que les vidéos aux diapositives suivantes. Les vaccinateurs ne sont pas tenus de porter des gants, sauf lorsqu'ils administrent un vaccin intranasal. Ceci en raison d'une probabilité accrue de contact avec les muqueuses et les liquides organiques d'un usager au cours de ces procédures. Les gants doivent alors être changés entre les usagers et le vaccinateur doit pratiquer l'hygiène des mains. Aucune précaution relative aux procédures génératrices d'aérosols n'est nécessaire pour l'administration d'un vaccin intranasal. La présente diapositive détaille la procédure de réutilisation et de nettoyage de la protection oculaire rédigée par le Service de prévention et de contrôle des infections, disponible sur l'intranet à la page Prévention et contrôle des infections. Nous vous invitons à la lire attentivement. À la prochaine diapositive, vous retrouverez également la vidéo concernant la procédure de désinfection des protections oculaires lors d'une pandémie. La collaboration de tous les professionnels de la santé, particulièrement des infirmières et des infirmières auxiliaires, est essentielle au succès de la campagne de vaccination contre l'influenza. Pour des questions plus spécifiques en lien avec l'application du PIC, vous pouvez rejoindre l'infirmière de garde à la direction de la santé publique du CIS de Laval au 450-978-2121. Pour des questions organisationnelles, vous adressez à votre chef ou responsable du service. Nous vous invitons maintenant à compléter le questionnaire post-formation au lien suivant pour obtenir vos heures de formation accréditées. Merci de votre attention.